Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur Clair Obscur Expédition 33, qui est sorti récemment et qui reçoit les lauriers des joueurs et de la presse. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre les raisons de son succès en étudiant les éléments principaux du jeu. Déjà, on va commencer par un petit point contexte. Clair Obscur, c'est un succès qui sort de nulle part. Ou plutôt, c'est un succès que l'on n'attendait pas. C'est le premier jeu du studio Soundfall Interactive, qui est entre guillemets un petit studio français. Alors quand je dis petit studio, c'est toute proportion gardée, mais le jeu vidéo est une industrie assez unique car on peut avoir des succès faits par une personne dans son garage, comme Vampire Survivors ou Balatro récemment, et des échecs retentissants produits par des équipes de plusieurs centaines de personnes. Soundfall Interactive, c'est un studio qu'on peut qualifier de à taille humaine vu qu'on est sur un peu plus d'une trentaine de personnes. Et on peut même voir les têtes de chaque membre de l'équipe sur le site internet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une production de taille moyenne, bien loin des super productions des gros de l'industrie. L'éditeur du jeu, Kepler Interactive, est surtout connu pour avoir publié Sifu, mais ce n'est pas encore un grand nom du jeu vidéo. Pour faire simple, si vous demandez à quelqu'un qui s'intéresse aux jeux vidéo avant la sortie de Clair Obscur s'il connaît Soundfall Interactive ou Kepler, il est très probable que non. Donc on a un petit studio, un petit éditeur, une nouvelle licence, et rien qui nous dit sur le papier ça va être incroyable. On n'est pas du tout sur le cas de Baldur's Gate 3, de l'Ariane Studio, qui avait le combo licence légendaire et développeur respecté. Oui mais voilà, à ce jour, Clair Obscur a une note presse de 92 sur 100, ce qui est exceptionnel, et le meilleur score utilisateur de tous les temps pour un jeu vidéo avec 97 sur 100 pour plus de 10 000 avis. Il doit donc faire quelque chose de bien quelque part. Avant de débuter, vu que je vais m'amuser à analyser des éléments de l'histoire et de gameplay, cette vidéo va divulgacher comme pas possible, donc si vous n'avez pas fait le jeu et que vous souhaitez découvrir l'histoire par vous-même, c'est le moment d'arrêter. L'une des plus grandes réussites de Clair Obscur, c'est assurément sa narration. Et c'est un sujet assez dense à analyser parce que si on s'arrête à nos ressentis sur l'histoire, eh bien on reste dans le subjectif, car notre appréciation est basée sur nos vécus, notre culture, notre sensibilité aux thèmes abordés, etc. Peut-être que vous avez joué au jeu et que l'histoire vous a paru insipide au possible, et il n'y a aucun mal à ça. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas est-ce que l'histoire est chouette ou non, mais plutôt de décortiquer comment les développeurs gèrent la narration, comment ils nous racontent l'histoire. Avant de se plonger dans le jeu, on doit faire un petit passage rapide sur la construction de récit. C'est important car on reviendra dessus plus tard, donc gardez-le dans un coin de votre tête. Pour faire extrêmement schématisé, un récit d'aventure classique est construit sur 5 points. D'abord on a un cadre, qui plante le point de départ de l'histoire et de l'univers dans lequel on va évoluer manette en main. C'est ce qui va donner l'information nécessaire aux joueurs et aux joueuses pour que l'on puisse comprendre l'intrigue. Ensuite on a des personnages, qui peuvent être protagonistes, secondaires ou antagonistes, et les personnages ce sont le vecteur émotionnel principal de l'histoire. A noter que en jeu vidéo, on incarne typiquement le protagoniste de l'aventure, ce qui renforce le lien que l'on a avec. Ensuite on a le conflit, où l'élément perturbateur c'est le problème que les protagonistes doivent résoudre. C'est la source de la tension du récit, c'est le moteur qui fait avancer l'histoire. La plus grosse partie c'est l'intrigue, donc c'est-à-dire l'ensemble des événements et des faits qui constituent le récit. L'intrigue elle est résolue par une phase de dénouement, un pic de la tension de l'histoire, qu'on appelle souvent climax en anglais. Pour finir, une résolution, bah oui, une histoire ayant un début et une fin. Ok, la théorie c'est derrière nous, on va pouvoir entrer dans le cœur du sujet. Pour comprendre la narration du jeu, il faut repartir, au début, au point de départ de l'histoire, c'est-à-dire la scène d'exposition. Nouvelle partie. Dim, dam, dadilam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternel, et Gustave Dom Guardi. Cette scène d'exposition, elle pose un élément central de la narration du jeu. Rien n'est expliqué aux joueurs. On voit un Paris en ruine et distordu, mais on ne sait pas pourquoi. Dans le dialogue qui suit, les protagonistes utilisent des termes propres à l'univers, tels que gommage ou peintresse, que le joueur ne connaît pas. Et attention, car en tant que français, on part avec un biais de compréhension lié à la langue, mais peintresse, c'est bien le terme qui est utilisé dans la version anglaise du jeu, et a priori, tous les joueurs ne maîtrisent pas le français, donc ils ne savent vraiment pas ce que ces mots peuvent représenter. Ce qui est très important, c'est que cela met les joueurs et joueuses dans une démarche active, c'est à eux d'essayer de comprendre ce qu'il se passe.
À chaque nouveau dialogue, il y a des nouvelles pistes de compréhension, par petites touches, par sous-entendu. Ce mystère ambiant, cela crée ce qu'on appelle en anglais un narrative hook, un point d'accroche narratif qui nous donne envie de continuer pour comprendre ce qu'il se passe. Et il faut bien avoir en tête que ce jeu étant une nouvelle création originale, c'est un univers que personne ne connaît, donc c'est une vraie volonté de ne pas fournir d'explications. Mais on comprend les grandes lignes en avançant dans le prologue. Ce n'est pas la ville de Paris, mais c'est la ville de Lumière. Le protagoniste, Gustave, regrette son amour passé avec Sophie, dont c'est le jour du gommage. Gustave et Maël font partie d'une expédition qui va partir pour combattre la peintresse. Pour comprendre cette démarche de compréhension active, on va prendre un exemple, le gommage. Durant le prologue, les personnages parlent du gommage plusieurs fois, sans jamais dire clairement ce que c'est. On mentionne l'âge de Sophie. On la regarde bizarrement. Elle dit elle-même qu'elle va bien et qu'elle a eu toute une vie pour se préparer. On tourne autour du sujet, mais c'est au joueur de se faire une idée. Et au final, on va lui montrer. Avec Sophie qui disparaît dans les bras de Gustave, le joueur comprend les enjeux de l'histoire, l'objectif des protagonistes de se battre pour avoir un avenir. Cette scène utilise un principe de narration bien connu et souvent trop oublié de nos jours, show, don't tell. C'est la technique narrative qui, comme son nom l'indique, implique de ne pas dire au spectateur ce qu'il doit comprendre, mais bien lui montrer. Et si on y regarde de plus près, le jeu n'a au final jamais expliqué ce que c'était, mais on a vécu le gommage. En sortant du prologue, on a eu un aperçu de tous les ingrédients que le studio utilise pour nous raconter l'histoire. On a une bonne dose de mystère, une volonté de ne pas expliquer aux joueurs et joueuses, des émotions fortes portées par la musique et les personnages, et des dialogues à différents niveaux de lecture. If you're gonna give someone flowers, you should probably do it before they wither and die. What, the flower? Or Sophie? Ah oui, quand on a compris ce dont il est question, ça sonne pas pareil. Alors, tout ça c'est très bien, mais on peut se poser la question de pourquoi c'est important que les éléments de narration soient impliqués et pas expliqués. Prenons l'exemple inverse. Si, dès le début du jeu, tout est expliqué avec des dialogues, que je vais faire un peu lourdingue exprès. Par exemple, Maël dit à Gustave « C'est le jour du gommage de Sophie, en plus ». Et Gustave répondrait « Hein, le gommage ?» comme le joueur pourrait se poser la question. « Mais voyons Gustave, tu es tombé sur la tête, elle va disparaître avec tous ceux qui ont 33 ans. » La scène du gommage serait alors beaucoup moins forte, car le joueur serait préparé à la disparition de Sophie dès le début du jeu. Il n'y aurait pas de surprise, pas de choc, et la douleur de Gustave serait moins ressentie par le joueur. La justesse de la narration de Clair Obscur, c'est de réussir à nous tenir en haleine avec le mystère, pour ensuite mieux nous surprendre. Mais on y reviendra. Et le fait de ne pas expliquer durant le prologue, c'est vraiment un choix délibéré, que beaucoup de studios n'auraient pas fait. Ils n'auraient pas accepté de laisser le joueur ou la joueuse être perdu, et de ne pas savoir de quoi parlent les personnages. Pour vous donner un contre-exemple récent, ça c'est la scène d'introduction du dernier jeu Dragon Age, qui est une série de jeux de rôle. I knew him as soulless, smart, thoughtful, loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name, the Dreadwolf, ancient elven god of lies, or heroic rebel against tyranny. Les développeurs essayent d'expliquer en 1 minute aux joueurs et aux joueuses tout ce qu'il faut savoir sur les personnages et les enjeux. Et au final, c'est l'opposé complet de la vision de l'introduction de Clair Obscur. Et je pense que vous l'avez vu, le jeu est rempli de cinématiques qui vont accompagner l'histoire. Les développeurs ont produit plus de 4 heures de cinématiques, donc plus qu'un film. Clair Obscur a une excellente production value. C'est un terme assez abstrait utilisé à la base en cinéma pour indiquer la qualité technique d'une œuvre. Éclairage, son, décor, sans prendre en compte les critères subjectifs tels que est-ce que l'écriture est bien. En jeu vidéo, on parle de production value pour englober tout ce qui entoure le gameplay, les cinématiques, la musique, les animations, les décors. Et produire des cinématiques, ça coûte cher. Au-delà de ce que ça demande au studio en termes de réalisation et d'assets 3D, il y a toutes les animations qui sont faites en mocap, physiquement, avec un acteur. Et après, il y a tout le voice acting qui arrive derrière.
Et avoir des visages réalistes en 3D, en gros plan, ce n'était pas encore possible il y a quelques années, en dehors des plus grosses productions. On peut attribuer ça en partie aux avancées du moteur de jeu, et du coup c'est très étonnant d'avoir cette excellente production value, normalement parce que c'est plutôt la marque des jeux avec un budget démesuré, pas ce qu'on attend d'un petit studio montpelliérain. Et il reste l'éléphant dans la pièce, la musique. On ne peut pas parler du jeu sans parler de sa musique, car oui, elle fait partie intégrante de l'expérience de jeu. Chacun se fera son propre avis et aura ses morceaux préférés, mais c'est indéniablement une réussite, que ce soit dans les cinématiques ou dans le gameplay. Pour illustrer un peu tout ce que je viens de vous dire, j'ai bien envie de vous montrer la scène du débarquement qui clôture le prologue. Niveau mystère, on a la découverte de l'antagoniste principal, ce qui nous amène plus de questions que de réponses. Comment cet homme a pu survivre aussi longtemps? Pourquoi nous attaque-t-il? Et niveau cinématique, j'adore comment ils ont rendu ce personnage extrêmement oppressant avec les bruits de canne, car quand il arrive, d'un coup il n'y a presque plus de musique. You're old. How did you survive the Gommage? Which expedition are you from? Un dernier point sur la narration avant d'attaquer le gameplay, c'est que l'histoire du jeu nous tenant en permanence sous tension, avec des thèmes sombres comme la mort, Everywhere we go, just death. Death and more death. Everywhere we go, just death. les conflits familiaux, Are your family? Family is complicated. on a une tentative de suicide du personnage principal. Et du coup, des fois, il faut relâcher la pression. Et donc, on a des personnages comme Esquier ou les Gestrals qui servent de comic relief, qui sont là pour apporter de la légèreté à l'histoire et soulager le joueur entre les moments de tension. Typiquement pour la voix de Noko, c'est un mixage de plusieurs langues et ça ressemble pas à grand chose, mais ça marche très bien dans le but de nous détendre. Maintenant que l'aventure est lancée, on va regarder ce qui se passe niveau gameplay. Ce jeu a de multiples inspirations et références, mais pour simplifier, il suit l'héritage des jeux de rôle japonais en tour par tour, notamment la série des Final Fantasy ou encore Persona. Déjà, la première chose que l'on remarque quand on arrive dans le gameplay, c'est l'absence complète d'interface. Ce n'est pas moi qui ai enlevé l'interface pour faire des jolies vidéos, non, le jeu est comme ça de base. Pas de pointeur à suivre, pas de carte pour se repérer. Et là encore, on est sur un choix qui est délibéré du studio. Ces absences peuvent frustrer certains joueurs, mais en réalité c'est très important, et c'est un sujet que très peu de développeurs ont compris à ce jour. Le souci d'avoir trop d'interfaces, c'est que au lieu de regarder les environnements ou d'apprendre les chemins dans les niveaux, le joueur dirige son regard vers une minimap, vers des pointeurs. Il passe naturellement en pilote automatique et n'est plus dans une expérience active. Typiquement dans le dernier Monster Hunter, sorti en février donc c'est tout frais, l'une des nouveautés est qu'on a une monture super intelligente, qui nous amène là où on veut, comme un taxi, et on peut lâcher la manette. Alors c'est super pratique, mais la conséquence c'est que je me suis rendu compte que je n'apprenais pas les niveaux, et à chaque passage monture, je devenais inactif, genre je sortais mon téléphone. Et au final, maintenant je préfère jouer sans le taxi, pour être dans une expérience de découverte plus active. Pour Clair Obscur, ce choix de n'avoir aucun repère ne marche que si le level design du jeu est suffisamment simple pour que le joueur ne se perde pas à chaque instant. Si on était dans un monde complètement ouvert où l'on peut aller absolument partout, comme les derniers Assassin's Creed, ce serait très probablement une expérience très frustrante. Ici, le level design, donc pas le look des niveaux, mais vraiment où est-ce que le joueur peut se déplacer, est vraiment old school dans le pur jus des premiers Dark Souls ou des anciens JRPG. On peut le résumer facilement. Il y a un chemin principal qui est mis en évidence visuellement, et plein de petits secrets à aller chercher dans les embranchements. Le fait que le level design ne soit pas innovant ou compliqué, ce n'est pas un problème. On peut faire un très bon jeu avec des éléments qui ne sont pas innovants. Ici, sa force, c'est bien sa relative simplicité, car on évite d'épuiser le joueur en lui donnant des niveaux trop compliqués à naviguer, et du coup, on peut se concentrer sur ce qui compte vraiment, la direction artistique.
Bon, tout ça c'est super, on a une histoire prenante et des décors magnifiques. Maintenant, ce que vont faire les joueurs et joueuses pendant une énorme partie de l'aventure, c'est combattre. Et si ça, ce n'est pas intéressant, tout le reste s'écroule. Le jeu dépassant facilement 40 heures, c'est un des piliers centraux du gameplay. Sur le combat, on a deux jeux assez distincts qui cohabitent. D'abord, toute la partie jeu tactique en tour par tour, balancer des compétences sur ses ennemis, gérer ses points d'action, et bien sûr, préparer son équipe entre chaque combat. Ici, on est sur du classique bien exécuté. Le contenu est suffisamment riche et dense pour se renouveler. Chacun de nos personnages est unique par rapport aux autres, et les possibilités de customisation sont légion. Ce n'est pas une révolution, mais c'est extrêmement solide. La partie la plus novatrice, c'est quand c'est le tour de l'ennemi. Donc on est sur un jeu en tour par tour, mais avec une approche originale, c'est que durant le tour de l'ennemi, on va se défendre en temps réel. Clair Obscur reprend la mécanique de Perfect Parry, c'est-à-dire appuyer sur le bouton parade au moment de l'impact d'une attaque. Popularisée par la série des Dark Souls ou encore par Sekiro, cette mécanique est très à la mode ces dernières années, et elle est reprise dans beaucoup de jeux d'action. On peut citer God of War, Lies of P, Star Wars Jedi Survivor, mais usuellement, cette mécanique est sur des jeux en temps réel. Donc, comment ça marche dans un jeu en tour par tour ? Si on découpe le combat contre un des premiers ennemis du jeu, pendant le tour de l'ennemi, on essaye de se protéger au bon timing. En réalité, on bascule du tour par tour vers un jeu de rythme qui est très exigeant. Pour creuser cet aspect exigeant, il faut comprendre déjà comment marche une attaque. Une animation d'attaque en jeu vidéo est découpée en 3 étapes. D'abord, on a l'anticipation, qui va être la partie la plus longue. Donc, le personnage prépare son attaque et se met en position. Ensuite, on a l'impact, qui est extrêmement rapide, et donc sur Clair Obscur, c'est là où on doit appuyer sur le bouton parade. Et enfin, on a la récupération, donc le personnage qui revient à sa position initiale. Ça, c'est la formule pour tous les ennemis du jeu. Et côté joueur, l'enjeu est donc de trouver un signe, qu'il soit visuel ou auditif, pour savoir quand appuyer sur le bouton parade. Pour ce premier ennemi, c'est relativement simple. Quand on voit l'attaque partir, on appuie sur la parade en réflexe. Mais ce n'est pas toujours si évident. Par exemple, sur ce sac à patate ultime, le tir du canon est extrêmement rapide, à tel point que je n'arrive pas à réagir en pur réflexe. Mais le canon devient rouge juste avant le tir, et c'est le signe visuel pour me permettre de savoir quand parer. Les développeurs ont bien compris ça, et apportent des variations pour renouveler l'expérience. Certains ennemis nous font des feintes dans leurs attaques pour faire croire qu'il faut appuyer sur la parade et ensuite mieux nous punir. Et à l'instar d'un Dark Souls, l'écran de mort, vous allez le voir beaucoup, surtout si vous jouez dans les difficultés plus élevées. C'est très important de comprendre qu'un jeu peut être dur et exigeant sans pour autant être trop frustrant. En fait, c'est très simple de rendre un jeu incroyablement difficile. Ici, il suffirait de rendre l'attaque illisible et instantanée, mais ça serait de la difficulté artificielle, et le joueur n'aurait pas envie de continuer. Une attaque pour un ennemi marche si elle nous paraît lisible et juste, si, même dans l'échec, le joueur se dit « Ah oui, j'aurais pu réagir différemment, je vois comment m'améliorer pour la prochaine fois ». Elle est le résultat d'un travail fin, à l'intersection entre un game designer qui va se prendre la tête pour rendre chaque ennemi différent, et un animateur qui va réfléchir au poids et au rendu de son animation. Donc il y a une grande part d'apprentissage pour les joueurs. Et fort heureusement, l'ennemi annonce quelle attaque il va faire. Ça peut être un détail, mais si cette information n'était pas affichée, le jeu serait bien plus frustrant et injuste. C'est un choix assez fort ce système, car normalement un jeu en tour par tour ne met pas sous pression le joueur en termes de contrôle. C'est-à-dire que normalement il a tout le temps qu'il veut pour décider quel bouton appuyer sur sa manette. Et là on alterne des zones de calme, notre tour, suivi de pics de tension, le tour de l'ennemi. Et quand on réussit le jeu de rythme, on relâche la pression, on relâche la tension, et c'est extrêmement satisfaisant, c'est de la dopamine. La réussite du gameplay de Clair Obscur, c'est de proposer une nouvelle recette qui utilise des ingrédients des jeux old school en les associant avec des mécaniques plus récentes. Et surtout, de faire fonctionner le tout dans la durée. D'un point de vue pur système gameplay, le jeu n'est au final
pas si innovant, car c'est plus un cocktail d'éléments déjà vus, mais qui sont extrêmement bien maîtrisés. Et pourtant, tout ça n'explique pas encore entièrement l'engouement des joueurs. Il nous reste un dernier sujet à comprendre. Ce jeu, il a un petit truc en plus. Il a un élément qui le fait se démarquer de ses camarades et qui lui permet d'obtenir une réception si positive auprès des joueurs. Et qui pourtant peut paraître simple sur le papier. C'est un jeu qui arrive à nous surprendre. Soyons précis dans le vocabulaire. Surprise et découverte, ce n'est pas la même chose. Dans un jeu vidéo, on va passer une grande partie de l'aventure à découvrir des choses. Typiquement, ici on sait qu'on va aller sur un continent rempli de mystères, on ne sait pas à quoi vont ressembler les niveaux, les boss, qui est-ce qu'on va rencontrer. Mais ces aventures vont être de la découverte et non pas de la surprise, car dès le début du jeu, on nous a dit que l'expédition 33 allait affronter tout cela. On est préparé mentalement et narrativement. Non, la surprise en jeu vidéo c'est beaucoup plus rare, ça implique que le jeu casse les codes établis pour prendre de court le joueur. Je vais prendre un exemple simple pour commencer. Au début de l'acte 2, on va recruter un nouveau personnage qui s'appelle Monoko, et ça commence par un petit combat, tout ce qu'il y a de plus classique. Et là... Donc ça c'est une surprise musicale, parce que depuis le début du jeu, on est sur des musiques classiques ou des musiques d'opéra avec beaucoup de chants, et du coup casser ces codes pour aller mettre un gros jazz, ce n'est pas quelque chose auquel le joueur s'attend. Et ça c'est une surprise on va dire rigolote. Le gros sujet c'est les surprises narratives. Car au niveau narratif, le jeu va loin, il va très loin. À la fin de l'acte 1, notre mission est d'aller récupérer une pierre magique au fond d'une grotte pour esquier. Donc on arrive au fond de la grotte, on sent qu'il y a un boss, tout ce qu'il y a de plus normal, et je me souviens de ce bruit de canot pressant. Does it really matter? Donc l'antagoniste Renoir arrive et tue Gustave. Gustave, le protagoniste. Gustave, dont on a vu les doutes. What are we gonna do, huh? Tell me. What are we gonna do? We're gonna take down the paintress, just the three of us? My gun and your spark? Gustave, qu'on incarne depuis le début du jeu. Gustave, qui a fidèlement écrit dans son carnet chaque soir « Gustave meurt ». Mettre en place un premier combat à la fin de l'acte 1 entre l'antagoniste et notre équipe, ça s'est déjà vu pas mal de fois dans les jeux de rôle. Et donc ça, ce n'est pas forcément une surprise. Tuer le personnage principal que le joueur contrôle, ça doit exister, mais je n'ai pas d'exemple en tête qui s'est essayé à l'exercice. En fait, la mort c'est courant dans ce genre d'histoire, mais la mort elle est toujours autour de nous, elle ne va pas toucher notre personnage. Et c'est la surprise complète sur plusieurs aspects. Déjà, niveau gameplay, le jeu ne nous a envoyé aucun signe. Parfois, un joueur attentif peut voir des indices et se douter de la surprise, tel que un personnage qui ne va pas gagner de points d'expérience. Mais Gustave se jouait et se développait comme les autres. Alors, certains joueurs très intelligents vont m'argumenter que mais si bien sûr, c'était une évidence, car Gustave a moins de compétences débloquables et que, en plus, ses armes sont les seules à ne pas avoir de bonus de palier, contrairement aux autres membres de l'équipe. Mais c'est pas suffisant. Et niveau histoire, on n'est pas du tout préparé. L'équipe est de bonne humeur. La mission, je le rappelle, c'est de récupérer un caillou. We'll need Flory, Who's Flory? one of my rocks. Rocks. C'est pas « ok, on va attaquer la maison du méchant et ça va être très dangereux ». Le seul moment du jeu à ce stade où on nous a parlé d'une possible confrontation avec Renoir, c'est pour nous dire que Gustave va se barrer. Run. Especially if we meet the man from the beach. We can't face him. You see him, you run. Only if you do the same. Oh, I'm running as soon as I see a strand of white hair. Renoir, il arrive de nulle part. Et c'est ça qui rend la surprise d'autant plus impactante. Et ce passage est tellement un choc que toutes les heures de jeu suivantes sont passées à nous introduire notre nouveau protagoniste Verso, mais surtout à traiter du deuil de Gustave par les membres de l'équipe. C'est une étape nécessaire qui accompagne le joueur qui doit lui aussi accepter que non, Gustave est bien mort et ne va pas revenir. Et à partir de ce moment, le joueur est sur ses gardes, le joueur doute, parce que maintenant que le jeu a établi que tout était permis, même tuer le personnage principal, l'histoire nous accroche encore plus. Personne n'est à l'abri. On ne peut pas prédire ce qui va se passer.
Et évidemment, la surprise va continuer. We're really going to face L'objectif de dangers. base de l'expédition, c'est de vaincre la Peintresse, que l'on va atteindre après une longue montée du monolithe, que je présume est faite interminable et avec très peu de dialogue pour rendre la fin de l'acte encore plus impactante. Sur la route, on va tomber sur Renoir, dont on a appris entre-temps que c'est le père de Verso, Saving you means losing you. Then so be it. qui emportera ses secrets dans sa tombe au terme d'un combat avec une musique que je me dois d'inclure dans la vidéo. Toutes nos aventures, toutes ces souffrances, la mort de Gustave, tout a pour but ce point final. Arrêter la Peintresse, arrêter le cycle du gommage, avoir un avenir. Donc on va finir par la battre, et la résolution de toute cette histoire est bien pas très satisfaisante. Il reste beaucoup trop de zones d'ombre. Quel est le lien entre Maël et Renoir? Quels sont les secrets de Verso? Pourquoi le dernier geste de la Peintresse est de nous soigner? Mais malgré toutes ces questions, le jeu avance, on a gagné, on va vers l'épilogue. We go back to Lumiere and life goes on. Yeah. Decades and decades in front. Scène de liesse, Vienne. Ouais, ou pas. Vous vous souvenez au tout début de la vidéo la construction du récit? Le jeu nous avait donné un cadre, un univers. Eh bien le cadre posé par le récit était un mensonge. Le jeu va casser le cadre narratif mis en place. Il y avait un autre cadre dont on n'avait pas conscience qui va permettre d'expliquer tous les mystères encore présents. My family, a facsimile of yours, and this world, a mirror, painted by your mother, the paintress, to stave off her grief. Seeing your expedition through would plunge us all into the abyss. For in ridding the world of the paintress, you'd lose the sole force standing against the one who would erase us. Your mother paints life, whilst your father, death. Le vrai cadre de l'univers, c'est le monde réel. Le monde dans lequel on a évolué depuis le départ du jeu n'en est qu'un miroir. Donc en fait, l'histoire, ce n'est absolument pas l'expédition 33 contre la Peintresse. L'histoire, c'est le drame du deuil de la famille Descendre, dont on a déjà vu tous les protagonistes. Renoir, Aline, qui est la Peintresse, Verso, Alicia. Et durant cette révélation, tout le monde meurt. Sauf Verso. Même nos personnages meurent. Même Maël. Cette scène, elle est extrêmement forte à cause de la scène de la mort de Gustave. Il y a un précédent. On sait que oui, en effet, tout le monde peut mourir. Et c'est là-dessus que l'épilogue commence. Donc à ce stade, on se dit « Ok, le jeu est fini, la fin est absolument horrible, tout le monde est mort. » Mais non. Les développeurs ont vraiment compris toute cette tension narrative et jouent dessus pour accentuer la surprise. Une fois que l'on pensait tout terminer, une fois que l'on est dans l'épilogue, c'est là et seulement là qu'ils vont révéler qui est Maël et que l'aventure va redémarrer. If we bring Maman out of the campus, she'll try to return. Auspicious start. Well, you're about to be reborn in this world as one of Aline's creations. Have fun. Maël est en fait Alicia, la fille d'Aline et de Renoir. Le vrai Verso, lui, est mort, et donc celui que l'on joue n'est vivant que dans ce monde artificiel. Bon, ces histoires de double univers, c'est un peu compliqué, et c'est probablement attaquable dans tous les sens, mais ça permet de renouveler l'aventure et ses objectifs. Alicia. Actually, I prefer Maël.
car l'enjeu a complètement changé du tout au tout. Le gommage et la peintresse, ce n'est plus du tout le sujet. Maintenant, ce qui compte, c'est l'univers dans lequel on évolue. Car chaque personne a des raisons de vouloir le voir survivre ou être détruit. Renoir veut détruire ce monde pour finir le deuil de la mort de Verso, pour ramener sa femme Aline et sa fille Alicia. You can't destroy the last piece of him that we have. This is my home now. You can't just decide. Your home? After all that with your mother, you want to stay? You know how little remains of my life outside. Alicia, you'll die. You've already been here longer than you should. No. Look at me, I said no. I am not letting my daughter risk her life. Alicia. No, Mum. I'm not going to lose myself if I stay. I know full well you will, and I am not doing this again. Ce nouveau cadre narratif, qui arrive après des dizaines d'heures de jeu, remet en question tout ce que l'on a appris durant notre partie. Donc au-delà de la surprise, c'est aussi avoir une nouvelle lecture complète sur l'histoire. Je pourrais terminer en vous parlant de la fin du jeu, mais je considère que les jeux se définissent bien plus par leurs entrées que par leurs sorties. En plus, très peu de joueurs finissent les jeux en général. Ce qu'il faut retenir, c'est que Clair Obscur ose surprendre le joueur, ose casser les codes qu'il a établis et que c'est une très bonne chose. Certains joueurs n'apprécieront pas ces révélations, ils n'apprécieront pas le nouveau monde que l'on découvre, mais c'est pas grave. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est que la surprise, elle est maîtrisée, et que c'est un élément central de l'expérience de jeu. Est-ce que Clair Obscur, Expédition 33 est exempte de défauts? Bien sûr que non. Au niveau gameplay, je pourrais parler de l'équilibrage de la fin de l'acte 2, qui est franchement frustrant avec sa limitation de dégâts. Il y a des combats contre des sacs à PV, qui ne sont pas hyper fun. Les déplacements et les 3C du personnage qui peuvent être un peu rigides par moments, voire carrément frustrants dans le cadre de certains mini-jeux. Oui, je pense à celui du volleyball, et oui, ceux qui l'ont fait me comprennent. Même au niveau technique, c'est très bien, mais c'est pas impeccable. J'ai eu des zones qui ont ramé plus que d'autres, j'ai eu quelques bugs. À un moment, en relançant ma sauvegarde, j'étais en dehors de la carte, et j'ai cru que j'allais devoir recommencer à zéro. On peut aussi regretter quelques absences, par exemple une option pour relancer rapidement les combats, ou pour sauvegarder notre customisation de picto vu la densité de choix possibles. Bref, le jeu a des défauts. Mais c'est pas grave. Parce que pour toutes les faiblesses que Clair Obscur possède, il faut avant tout célébrer ses réussites, ses ambitions, son excellente production value, sa volonté de surprendre le joueur. Des choses qui ne sont pas si communes dans l'industrie du jeu vidéo. Clair Obscur est un jeu qui sort sur le papier de nulle part, mais qui mérite entièrement d'être mis en lumière. Je vous remercie de m'avoir écouté.